et la force de l'OIT. Alors, nous allons passer au slide prochain pour parler un peu des contributions déterminées au niveau national, qu'on appelle les CDN, qui constituent l'un des principaux instruments utilisés pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, que vous connaissez tous, sinon on peut revenir là-dessus, vu qu'on a passé le temps. Donc, les CDN représentent les objectifs à court ou moyen terme qui comprennent généralement des mesures d'adaptation et d'atténuation. Adaptation, comment on fait pour vivre avec l'impact négatif des changements climatiques. Atténuation, comment on réduit notre impact. Elle doit être mise à jour tous les 5 ans. Chaque mise à jour doit être plus ambitieuse pour fixer des objectifs plus stricts et aider le monde à se rapprocher de la limite de 1,5 degré. C'est là que se trouve l'enjeu climatique. Comment faire pour mettre à jour, comment fixer, qui est-ce qu'on contacte, qui est-ce qu'on consulte. Donc là, il y a nécessité de dialogue social inclusif. Donc, comme je l'ai dit plus haut, les CDN sont fondamentales et en ce qu'elles représentent des plans soutenus sur le plan politique pour investir dans des domaines clés qui ont le potentiel non seulement d'atteindre les objectifs climatiques, mais aussi de favoriser le développement durable. Et après l'accord de Paris, comme vous le savez, les pays ont pris des engagements et ces engagements devaient être précis, des domaines devaient être identifiés et ces engagements devront nécessiter des politiques de mise en œuvre. Next, nous allons parler de la transition juste. Comme nous l'avons dit, les changements climatiques ont suscité des réactions au niveau international. Et ces réactions au niveau international sont concrétisées par l'accord de Paris. Il y a eu l'initiative Action climatique pour l'emploi. Il y a une nécessité de passer par le canal de l'emploi pour lutter non seulement contre l'environnement, contre le réchauffement climatique, pardon, les impacts, je veux dire, mais aussi comme la création d'opportunités pour pouvoir faire face à cette nouvelle situation. Il est nécessaire donc de passer d'une économie linéaire à une autre économie qui respecte l'environnement, d'où la nécessité d'une transition juste que nous pourrons appeler just transition en anglais. L'objectif est de promouvoir des économies durables et respectueuses de l'environnement d'une manière équitable et inclusive pour toutes les parties prenantes. L'économie doit migrer, mais il faudrait qu'elle soit équitable, que ce soit pour les travailleurs, les employeurs, la communauté, les différentes communautés. Donc, ce changement de paradigme de production qui va impacter en profondeur tout ce qui est comme mécanisme de production de richesse doit pouvoir prendre en compte tout le monde et ne laisser personne de côté, ce qui va faire de cette transition la transition juste. Ça va viser ça a comme objectif, comme je l'ai dit, de maximiser les opportunités sociales de l'action climatique et environnementale, tout en minimisant et en gérant soigneusement les défis, notamment grâce à un dialogue social efficace et en engageant des parties prenantes, et l'engagement, pardon, des parties prenantes, ainsi qu'au respect des principes des droits fondamentaux au travail. Donc, la transition écologique va venir comme un concept pour permettre comme un pont entre l'ancienne manière de produire nos richesses vers la nouvelle manière qui nous permet de continuer de travailler tout en protégeant l'environnement. Mais nous sommes tous conscients que cet exercice ne peut se faire par une baguette magique. Elle va se faire par des consultations. Elle va avoir des impacts énormes sur la vie, sur les emplois, sur l'économie, sur la communauté, la nécessité donc de les consulter et de prendre en compte ces différents aspects, ces doléances et ces impacts négatifs, comme aussi les opportunités pour que ces mêmes communautés puissent tirer profit de ces opportunités que la transition écologique va générer. Donc, il est important pour tous les pays, que ce soit les pays en développement comme les pays développés,
C'est aussi important de voir cette transition dans tous les secteurs d'activité. C'est vrai que le secteur énergétique est souvent pointé du doigt comme le secteur le plus impactant, mais il est nécessaire de l'étendre à tous les secteurs d'activité. Il est bon aussi de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de solution passe-partout et chaque solution, chaque politique devra être décidée, définie en tenant compte des réalités de chaque pays. Next. Alors, il est donc nécessaire d'encadrer ce processus de transition écologique. L'OIT propose les principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous. Je veux préciser que ces principes directeurs ont été validés d'une manière tripartite. Les représentants des employeurs, des travailleurs et des gouvernements se sont mis autour de la même table et se sont accordés sur ces principes qui devront orienter toute politique de transition écologique afin qu'elle soit suffisamment juste et durable. Donc, ces principes ne sont pas juridiquement contraignants, mais vous allez voir plus loin que quand on les associe avec les, les conventions ratifiées, elles peuvent être contraignantes. Donc, elles fournissent des orientations pratiques destinées au gouvernement et aux partenaires sociaux, y compris les syndicats des travailleurs, pour faciliter la transition vers des économies et des sociétés écologiquement durables. Ces principes directeurs, ou souvent appelés les lignes directrices, visent à offrir des options pour la formulation, la mise en œuvre, le suivi des actions et en fonction du contexte et des priorités de chaque pays. C'est très important. Ce qui marche en Allemagne peut ne pas forcément marcher en France, même si ce sont des pays européens, peut ne pas forcément marcher en Europe, aux États-Unis, pardon, peut ne pas forcément marcher en Côte d'Ivoire, qui est un pays africain. Donc, ces discussions qui ont lieu doivent pouvoir tenir compte des spécificités nationales. Next. Prochain slide. Voici comment se présentent un peu les principes directeurs pour la transition juste vers des économies et des sociétés durables pour tous. Et comme énoncé dans le slide précédent, nous visons une cohérence des politiques et des dispositions institutionnelles afin qu'elles soient efficaces. Donc, la transition va donner des orientations en ce qui concerne les politiques macro et sectorielles, des politiques de l'emploi, les politiques de protection sociale, et donnera des orientations comment mener ce dialogue social tout en tenant compte du genre. Next slide. Comme je l'ai dit dans le précédent slide, ces principes directeurs ont comme ciment et comment je peux dire ça, les conventions signées et ratifiées par les pays, notamment relativement au droit participatif et à la C87, relativement au droit d'organisation et à la négociation collective, C98, des peuples indigènes, C169, suivant. Vous voyez, et en ce qui concerne la protection sociale, nous avons la C12, sécurité, santé, sécurité au travail, sur la politique sectorielle, sur les politiques sociales. Next. Prochain slide. Vous voyez aussi en ce qui concerne le développement des compétences et des marchés, il y a des conventions qui ont été déjà signées qui peuvent être pertinentes dans la mise en œuvre de la transition écologique tout en suivant les principes directeurs. Next slide. Nous avons aussi des conventions relativement aux politiques macro, aux politiques de croissance, aux politiques de l'emploi. Next. C'est juste des exemples que je donne. Prochain slide. Par exemple, relativement aux gens, nous avons des conventions qui peuvent aider. Et là, c'est l'avant-dernier slide. Il y a eu la conférence nationale du travail, la 111e. Non, vous repartez, s'il vous plaît. Repartez en arrière, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a eu la conférence
internationale. C'est très important ce slide. Il est bon qu'on s'y attarde peut-être 1 ou 2 minutes. Conférence internationale du travail, sa 111e session à Genève en 2023, l'année dernière déjà. Il y a une résolution tripartite sur la transition écologique. Je montre juste là à l'écran ce que les travailleurs et les employeurs devraient pouvoir faire au sein des entreprises pour faciliter cette transition. Pêle-mêle, il y a mené un dialogue social effectif sous toutes ses formes, y compris la négociation collective, développer la capacité de leurs membres. Ça veut dire que les employeurs et les travailleurs devraient pouvoir développer la capacité de leurs membres et analyser les effets des changements environnementaux et climatiques et à y faire face. Il doit pouvoir concevoir et mettre en œuvre leurs propres initiatives en faveur d'une transition juste. Il doit pouvoir contribuer aux activités de formation, de requalification en tant que partenaire essentiel et promouvoir une culture d'apprentissage tout le long de la vie pour les travailleurs de tout âge. C'est très important. Il y a que la transition écologique va impacter le monde du travail. Il y a des métiers qui vont disparaître, des emplois qui vont disparaître. Il y en a qui vont muer, pardon, et il y a de nouveaux emplois qui vont se créer. Donc, c'est nécessaire que ce soit les travailleurs, que ce soit les employeurs, que chaque groupe puisse penser à la formation continue de ses membres afin de pouvoir faire face aux nombreux défis qui vont naturellement surgir avec les politiques de transition écologique. Enfin, nous avons recommandé, la résolution recommande d'élaborer, de mettre en œuvre des plans en faveur d'une transition durable à l'échelle de l'entreprise et au niveau sectoriel au moyen d'un dialogue social tripartite, y compris la coopération sur le lieu de travail. Ici, ces résolutions ont été prises et tout le monde est d'accord sur la manière dont cette transition écologique doit se passer au niveau des entreprises. Next slide, le dernier. Alors, comment est-ce que les syndicats pourront jouer un rôle? C'est vrai qu'en haut, le précédent slide, nous avons essayé d'indiquer en général ce que chacun doit faire, mais d'une manière pratique. Il y a 4 actions majeures. La première qui est la participation active aux politiques de dialogue, active au dialogue politique, pardon. Ça peut se faire par la consultation politique. Ça veut dire que les syndicats devront activement participer aux consultations politiques organisées par les gouvernements pour l'élaboration des CDN et des plans d'adaptation. Là, je m'arrête pour dire que la Côte d'Ivoire s'apprête à actualiser ces CDN. Et il y a déjà eu un plan d'adaptation nationale qui a été élaboré par la Côte d'Ivoire, par le gouvernement. Mais c'est juste une parenthèse. Je n'ai pas vu les représentants des travailleurs là-bas. Et moi, je leur ai demandé, mais pourquoi les travailleurs ne sont pas représentés? Question. Alors, il est nécessaire que les travailleurs puissent vraiment faire le lobbyisme, qui sera la deuxième activité nécessaire auprès des décideurs politiques pour assurer que les préoccupations des travailleurs sont prises en compte dans les politiques climatiques. La deuxième activité, grande activité ou axe, c'est la promotion de la transition juste. Les organisations de travailleurs devaient pouvoir faire des plaidoyers pour une transition juste, promouvoir les principes de la transition juste dans les discussions sur les politiques climatiques, en insistant sur la nécessité de protéger les emplois et de garantir les conditions de travail équitables. À ce niveau, il y a aussi, comme on l'a dit dans le slide, la formation et la sensibilisation. Il va falloir que les responsables du syndicat devraient pouvoir comprendre ce que c'est que la transition écologique, former les syndiqués sur les enjeux, les tenants, les aboutissants de cette transition écologique, leur permettant de pouvoir aller à des discussions où on sait de quoi on parle. À cet effet, il y a les négociateurs de la COP que nous prévoyons renforcer ici en Côte d'Ivoire dans les mois à venir, afin qu'aux différentes négociations, les différentes parties prenantes puissent pouvoir donner leur point de vue, parce que ces parties prenantes, ces travailleurs sont outillés pour.
Il y a aussi la nécessité de collaboration avec d'autres acteurs, qui est un axe important. Je parle de partenariat. Les syndicats sont invités à établir des partenariats avec des organisations non gouvernementales, des entreprises et d'autres parties prenantes pour renforcer renforcer l'influence et promouvoir des politiques climatiques ambitieuses. Et nous avons beaucoup de structures des Nations Unies qui s'intéressent au climat. Il y a l'UNEP, il y a l'OIT que vous pouvez solliciter, que d'autres structures que vous connaissez, que vous pouvez solliciter au niveau de vos pays afin que vous puissiez vous joindre à eux et porter haut vos besoins au niveau des changements climatiques. Ça va de soi que vous devez participer aux forums internationaux, participer aux forums tels que les conférences des partis, de la CNUCC, pour plaider en faveur de politiques climatiques plus ambitieuses et équitables. Je pense qu'il y a la COP29 qui vient bientôt, qui pointe à l'horizon. Il est peut-être nécessaire que les syndicats pensent à pouvoir prendre une part active à ces activités. Enfin, il faudrait avoir une activité de suivi et évaluation, suivi des politiques. Suivi des politiques, il va falloir surveiller la mise en œuvre des politiques climatiques et évaluer leur impact sur les travailleurs en fournissant des retours aux décideurs politiques. Dans le précédent slide, nous avons vu qu'il y a des accords, il y a des déclarations, il y a des orientations qui sont émises et validées par les trois parties. Il est bon que les syndicats puissent avoir une politique de suivi. Essayer de voir est-ce que ce qu'on s'est dit à Genève ou dans les autres instances, est-ce que nous sommes en train de mettre en œuvre ou est-ce qu'il y a des gaps à fermer. Enfin, il est nécessaire de faire rapport et recommandations. Le syndicat doit pouvoir, à l'issue des observations, de la mise en œuvre de politiques ou même de définition de politique, pouvoir faire rapport, publier des rapports et des recommandations pour améliorer les politiques climatiques et s'assurer qu'elles répondent aux besoins des travailleurs. Tout ceci doit se faire, ça c'est une contribution, je peux dire une observation personnelle que je veux donner à cette présentation, c'est qu'il y a la notion d'intelligence émotionnelle qui doit être prise en compte dans la relation entre les travailleurs, les associations de travailleurs et les employeurs et surtout du gouvernement pour que la perception du syndicat ou du syndicalisme puisse évoluer parce que ça, c'est de vous à moi. En réalité, on trouve le syndicaliste belliqueux. On ne veut pas l'inviter parce qu'on veut aller plus vite, parce qu'on pense qu'ils vont venir ne comprendre rien à rien, comprennent rien à rien. Ils vont venir nous empêcher d'avancer. Donc, pour avancer, il faut les éviter. C'est ce que j'ai remarqué. Il va falloir que le syndicalisme ou renforce sa culture d'intelligence émotionnelle qui va prendre en compte ce background culturel ou ce bias, ce bien inconscient souvent qui anime certains décideurs ou certains leaders pour ne pas les consulter parce qu'ils trouvant qu'ils sont des éléments bloquants. Voici un peu résumé dans le temps qui m'a été imparti. Comment est-ce que les syndicats pourront prendre une part active dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques climatiques et aussi dans leur engagement au niveau de leurs organisations et aussi au niveau de leur structure de travail. Next slide. Merci. Merci, Monsieur Kofi Marcos Ngoram. Merci. Pour cette présentation bien exhaustive qui nous a rappelé l'importance des principes directeurs de l'OIT, du rôle clé des partenaires sociaux et du dialogue social dans la transition juste, de nous rappeler aussi les conventions
auxquels on peut faire référence justement au sein de ces instances de dialogue, mais aussi par après de nous rappeler les autres voies par lesquelles les organisations des travailleurs, les syndicats, peuvent peser sur les politiques climatiques. And I am sure that our next speaker, Hannah Girardot of the NDC Partnership, where she who is Gender and Youth Associate for the NDC Partnership and who works to support countries in advancing gender equality and youth engagement throughout the NDC process, will certainly be able to tell us more about how this consultation of parties within civil society can be realized when drafting the NDC nationally determined contributions and other policy documents. Without further ado, Hannah, you have the floor. Thank you very much, merci. I'll be giving my presentation in English, so appreciate everyone's patience, and I'll do my best to speak slowly. Thank you, everyone, for the invitation to join this discussion today on behalf of the NDC Partnership. As noted, I'm our Gender and Youth Associate based in Washington, D.C., and supporting our entire partnership, as well as the support unit, the Secretariat of the NDC Partnership, on these critical topics of gender equality and youth engagement, which, as we've already noted, have quite a cross-cutting approach to this discussion today. So I don't want to take too much time rehashing this, because we just heard from the first speaker about the importance of these international climate commitments, the nationally determined contributions that are the heart of the Paris Agreement, this international treaty for the global community to limit climate change and adapt to its impacts. But just a quick note here to kind of outline where we are in this current process for the Paris Agreement. Countries are required to submit their national plans or their NDCs every 5 years. So we are currently coming up on this 2025 moment where countries will be developing their next round of NDCs. Sometimes we refer to these as NDCs 3.0. The NDC Partnership supports our developing country members to plan and implement these documents, these policies and commitments, which include mainstreaming climate policies into national and sectoral plans, as well as budgets. So based on the requests from developing country governments, the NDC Partnership also supports them to raise the ambition of these NDCs. So this is kind of the in-between these 2020-25 years that we find ourselves right now. And then global ambition raising opportunities were also laid out in the first global stocktake completed at COP28, but how any given country takes these outcomes and incorporates them into their NDC will be unique to their national circumstances. And I think especially for this discussion today, it's critical for the NDCs to also be aligned with the country's long-term vision, as well as their long-term low emissions development strategies, which are commonly called LT-LEDs, but we have a lot of acronyms already today. And these are plans for countries to strive for net zero emissions by or around mid-century, so 2050. And I think it's important to talk about these documents, the NDCs, as the essential instruments for guiding action and investment into climate challenges, as well as achieving our sustainable development goals. These are also most commonly led, or the processes are led by ministries of environment or ministries of climate change, and involve, hopefully, in-depth consultations with stakeholders. But I think it's also critical, especially with folks on the call today, to consider these documents and commitments within the wider policy landscape. So these could include national development plans, sectoral plans, national adaptation plans, sustainable development goals, sectoral, private sector plans, etc.
So as one piece that is hopefully aligning with and complementing many other strategies. And I think is probably well understood amongst this group, but just to restate that integrating climate into development agendas can also ensure social and economic goals are met in a truly sustainable way. We also are looking at kind of where these policy documents lay out their commitments, but I think especially critical in this next round is a need to develop the financial strategies that will go alongside these documents and ensure that they are investable and actionable plans. Right, just a quick overview around where NDCs and the just transition align. We've seen from research that colleagues have done that only about 40% of parties to the UNFCCC, or the countries that are submitting these documents, explicitly mention just transitions in their NDCs. And I think even fewer include a more comprehensive or robust explanation or section on this topic. So we're at this very critical point where countries are updating these documents, which we know don't at the moment kind of outline an incredibly comprehensive view of just transition. But this is a really wonderful moment to better integrate this topic into these documents and facilitate the processes that will ensure many different communities are able to contribute. To do this, it will be essential to engage with those most impacted by the transition in the NDC development and enhancement, as well as implementation. I think we've covered this quite well already, and I'm sure you've discussed this on previous webinars as well. But this includes essential elements such as stakeholder engagement, acknowledging social protections, and upholding decent work and labor rights. So these cross-cutting elements, along with capacity building, can facilitate a holistic approach that includes climate justice as a core element of NDCs alongside emission reduction. As a quick overview, I'll take a step back and just give a high level of the NDC partnership. So we were established as a global coalition, which brings together developed and developing countries and institutions to deliver on ambitious climate action to achieve the Paris Agreement. And we support countries as a core element of our membership through their efforts to reduce greenhouse gas emissions, enhance adaptive capacity and the resilience of countries, as well as mobilizing resources. So this is expertise, technical assistance, as well as finance to actualize these climate commitments. Our work is guided by 10 shared principles, which all members commit to upon joining. These principles inform all of our work together, so not only the Secretariat, but all of our partners. And I just want to emphasize a couple of these for the purposes of today's call, which are promoting long-term climate action and building in-country capacity, but also I think underlying all of this is supporting multi-stakeholder engagement. An important point to emphasize about the NDC partnership is that we are country-driven. So governments identify their NDC implementation priorities and the type of support they need to translate this into reality. And then based on those requests for support, the membership offers a tailored package of expertise, technical assistance, and funding. This collaborative model, so working countries and partners together, is fundamental to our success in empowering collective action. And I've noted this already, but the partnership has almost 220 members, which include 120 countries and then 90 institutions within this global coalition. This membership continues to increase, which reflects, I think, the urgent need to support climate action, but also the effectiveness of this model. And we like to say the strength, our strength is the diversity of our membership and the perspectives and resources that folks bring to this coalition. So hopefully acknowledging this topic of just transitions, I'll get to it a little more about opportunities,
but just noting that there's lots of work to be done. I really quickly, I might have to add the link after I finish the slides, just with my screen capacity. But we have, in the last few months, released a best practice brief on the whole of society approach and inclusive stakeholder engagement. So we'll just quickly note that this approach emphasizes equitable transformation in member countries by engaging with a diverse array of stakeholders. So this includes working with stakeholders across different sectors within the government, such as environment, energy, agriculture, finance, but also working collaboratively with different levels of government. So the national level, but also regional levels, city levels, community levels, and then working across different stakeholders and actors. So we've mentioned a handful of them today. I think labor unions are a very important part of this, as well as the private sector, community groups, gender equality organizations, rural communities, et cetera. The list is very long, but those are the members that are consulted and very active in NDC enhancement and implementation. So within this best practice brief, we've outlined quite a few elements of what a very inclusive stakeholder engagement process could look like across these three different kind of sections of all of society. And we have highlighted a handful of countries that are incorporating this whole of society approach, but I want to just acknowledge that it's a long list of best practices and not, well, maybe I shouldn't say no countries are doing all of them, but that countries are approaching these opportunities from many angles, from many entry points, and at different levels of intensity and commitment, especially due to resourcing in many cases. This applies to kind of large NDC consultations and climate planning consultations, and there's many suggestions for formalizing and expanding the institutional arrangements around NDC related actions. So I will absolutely drop this link in the chat. I think it would be an interesting kind of opportunity for folks to read a little bit more about what our members are doing, but just to note the opportunity to enhance this whole of society approach and the inclusive stakeholder engagement when it comes to a just transition framework and kind of mindset and incorporating that within the NDC development process, especially relating to consulting groups and organizations related to labor. So briefly, with the remainder of my time, I want to acknowledge one of the three resources that the NDC partnership kind of provides to this space. The first is our knowledge management system. So from our engagement in over 90 countries, the partnership has collected information on country needs for support. This is articulated through over 5,000 country requests for support circulated since the partnership has been around. And this is all stored in our Knowledge Nook, or Nook, which is not necessarily important, the acronym. But what is interesting is that we have tags within this database for just transitions, for jobs, for capacity development, which allows us to kind of pull a cross-section of this data. So we know that we've received 128 requests for support explicitly relating to just transition and green skills development. This represents around 2% of all requests received by the partnership. These requests come from 34 countries across all regions. It's fairly small on this slide, but you can see the map, which spans all of the regions we work in. I think the majority of which come from Sub-Saharan Africa and Latin America and the Caribbean as well. So for the 34 countries that are requesting support, 36 of them are still seeking this support for just transition and green skills. This is a fairly kind of standard rate for us and for the work
and the support that our partners provide. But I will note that the number of countries seeking support around just transitions and green skills has risen steadily in the past few years. And we expect this number to continue growing, really highlighting the importance of partners that are also responding to these requests as we move into really the end of 2024 and 2025 as a pivotal year. We also dove into the content of these requests according to the tagging structure and found that energy, agriculture, and industry are the most common sectors reflected in these requests. They cut across both mitigation and adaptation, but adaptation has a slight lead on the kind of focus area of the request for support. And then looking at the types of activities within these requests, the most common are engaging stakeholders, perhaps unsurprisingly, developing capacity, and developing studies and analysis. So we know that countries need support for the just transition and green skills as they've defined it. They are requesting support around strengthening technical and institutional capacities, but that has a larger gap in support from what we've seen so far. And requests focused on adaptation are also still needing quite a bit of support in how countries have defined their requests. But that's a lot of kind of vague numbers and graphs, so I wanted to give a few examples of what this really looks like. These are examples of requests that have been made to the partnership on behalf of a handful of our members. So looking at Nigeria, requesting support through their implementation plan of their NDCs to institutionalize social dialogue, partnership, and collaboration on the just transition. We have requests for support around certification for technology installers in the building sector, looking at policy development, so really taking the steps to kind of think through a national level policy, as well as looking at a specific sector and the impacts of the potential around jobs and employment, looking at forestry in Jordan. So it's also important to note that some of these requests are still unsupported, and countries are continuing to update and better understand how they might move forward with some of these efforts and commitments. All right, two more resources that I want to note before wrapping up. The first is the NDC 3.0 Navigator, and I can also drop a link in the chat, or you can, we encourage you to use this QR code. This is an interactive tool that was launched earlier this year that supports the development of NDCs to be submitted in 2025. So this helps countries take a step to think about how they are developing their next round of NDCs, raising ambition, and accelerating implementation by bringing together expert-created strategies and resources in a way that will be implementable and financeable. This also has elements of the tool that helps countries reflect on their current national circumstances, their ambition, and then wider development goals to identify opportunities that are appropriate to them and to their context to develop NDCs 3.0. There are a handful of ways in which the just transition can be reflected in NDCs in this tool, including specific opportunities, strategies, case studies, links to resources, all with the intention of inspiring and guiding countries through this process, which can be quite cumbersome and difficult to piece together all of the resources that are out there. So some examples of the strategies that are in this tool are identifying vulnerabilities within sectors most affected by climate change, identifying and analyzing socioeconomic impacts of climate actions, and ensuring the current and future workforce are fully equipped with the skills necessary to address the climate change in their context. So lots on that tool. I highly encourage folks to take a look, and I will note quickly that we have a form for submitting resources that you don't see currently represented. So
In our last resource I wanted to share today, the NDC partnership has a global call on NDCs 3.0 and LT-LEDs, which our member countries are encouraged to submit their requests for support through, and it's kind of a gathering place for these requests that specifically look at the next round of NDCs. Some examples of countries and partners that have supported countries are here on the slide. But just to note that this is kind of a time-bound call, and we can absolutely share more about this, but it's interesting to highlight how countries are thinking about the just transition in their most recent requests. So things coming in the last few months, last quarter, and looking ahead to countries finalizing their NDC 3.0. So just want to note that there's so much opportunity here. I want to emphasize the space for growth and understanding how the just transition can be supported within this next round of NDCs. This is very much not a new concept, but one that we're seeing come through and be integrated into conversations around NDC enhancement this year, and underlining the need for partnership and organizations working on these topics, such as the group gathered here today, to support countries in their requests for technical assistance. I think the previous speaker had a few great examples, so would really love to hear from folks today in the Q&A, but also I'm excited to learn from you as well on how we can better support countries in this space. Thank you so much. Merci. Thank you. Thank you for this, this great introduction on the NDC's work, reminding us of the importance of the whole of society approach, and also reminding us of the urgency with which the NDCs have to be introduced. We have a year left to weigh in on them. So thanks for that wake-up call, if ever that was necessary, and especially thanks also for presenting us the tools. From the global level, we will now also be moving to a more specific zoom on the African continent. We have with us today Rhoda Boateng and Guylaine Sezonou of the ITUC Africa. Mrs. Rhoda is expert and coordinator of the ITUC Africa's Just Transition Program. Mrs. Guylaine Sezonou is expert and coordinator of the ITUC Africa for the programs on gender and social protection. And their intervention will be based on a survey they made on social dialogue related to climate change on the African continent. So without further ado, please, you have the floor. Thank you very much, Joris, and hello to everyone. Greetings from Lomé, Togo, where Dr. Ghislaine and I will be speaking to you from this afternoon. We're very happy to join this seminar, especially to bring in the African perspective, which we think is very important when we talk about the questions around just transition, but even more specifically, social dialogue. This afternoon, we'll be presenting to you the findings from a research that we conducted together with the partners in Belgium. I think this was last year or 2 years ago. And the report has been shared widely with partners, and I'm sure some of you may already have had the opportunity to look at it. For those who may not have had the opportunity, we are just going to go over the report. I will begin, and Dr. Ghislaine will come in at a point, and we are hoping that, that we would have a few more minutes after that to be able to respond to any questions if there are. So just very quickly, my colleague Guy is helping me out. Yes, so what are the objectives of what was the objective of this study? The study, okay, so the study sought to look at a few things. One, to carry out a mapping of existing policies, strategies, regulations, legislation, and laws in terms of climate change. Secondly,
to review the status of implementation of the continental level of existing policies, strategies, regulations, legislation, etc., on questions around climate change, adaptation, and mitigation. And then thirdly, to analyze policy responses to climate change issues and users' perceptions on the relevance, effectiveness, and efficiencies of these standards. And then fourthly, and what was most important for us, being a trade union constituency, was to identify the roles that trade unions can play in the implementation of climate change adaptation measures. And interestingly, I think the first two speakers have actually sort of given us some ideas on some of the things that trade unions have to be doing. Next was to propose and develop a trade union policy on the just transition to the green economy at the continent level. There's a lot of work that has gone on, but we didn't have a policy, a clear policy that articulates the position of climate change. Now, looking at the methodology, what kind of methodology did we adopt? We looked at, or sorry, I'm using English. Okay, thank you. So I'm just asking my colleague to assist with the slides. So what kind of methodology did we adopt? There was first a preparatory stage, of course, where we constituted a team of experts, and this team was composed of focal persons from our affiliates who are in charge of climate change. And then there was a scoping meeting where we also designed the tools for collection data. And then there was also the process of document review, etc. Now, the second stage, which constituted the data collection phase, was where we assessed existing literature on the subject. And here we did this through online dialogues and questionnaires that we administered to a number of constituency members. And then we did an analysis and interpretation of the data in the field to help us to translate this to the draft report. We tried to incorporate or to include pertinent or key stakeholders in the process, and here we invited a number of them to the review process when we brought everything together. Now, what data sources did we employ? We used a mixed approach, combining secondary and primary data. The secondary data is where we were able to derive the literature review and come up with what is actually existing on the topic. And then the primary data collection, as I said, we use interviews and questionnaires where we asked the focal persons which form the core team to administer these questionnaires in their respective countries on specific issues. Now, we try to make this very broad by bringing together affiliates from different parts of the region. Of course, there are always limitations because there are countries where we do not have active focal persons, and so it wasn't very easy for us to get the required information we wanted. But then we tried as much as possible to make this very representative by bringing together countries from the east, the north, the west, as well as the south of Africa. And in all, we had over 24 countries where we were able to collect the information we needed. Now, these focal persons try to speak to different key stakeholders, and here we contacted the Ministry of Environment, Ministry of Labor, Ministry of Trade, other agencies or government technical directorates. But we also try to engage the NGOs, seeing that there are a lot of progressive NGOs that are working on climate and just transition issues. And it's very important for us to be able to get the views of some of these progressive NGOs. Of course, we contacted and we tried to engage the ILO and a number of UN agencies, including UNEP and UNIDO.
Now, this spells out, or this highlights the focal persons who undertook the exercises in the different countries. We won't waste too much time there. I would quickly invite my colleague, Dr. Ghislaine, who would now share with us the findings that the study highlighted, and hopefully I come back again to finalize or to close it. Dr. Ghislaine will speak in French, and so while she sets up, if you need interpretation, you can just quickly switch to the French channel. Merci beaucoup, cher Oda, et bon après-midi à toutes. Comme l'a dit ma collègue, nous avons donc avancé au niveau des résultats rapidement, qui sont également, qui ont été déjà, nous sommes heureux d'avoir entendu les prédécesseurs vraiment mettre l'accent sur les résultats que nous avons atteints à travers donc ce travail au niveau de la CSI Afrique. Donc la transition juste. Comme vous le savez, nous avons donc fait cette cartographie-là et nous avons vu que les organisations syndicales ont été donc partie prenante de ce travail-là. Et vous pouvez voir, on a essayé de voir donc pour chacune de nos organisations affiliées, quand est-ce que donc ils ont disposé d'une politique ou d'un plan de promotion de la transition juste dans les programmes d'atténuation et d'adaptation. Et donc, vous pouvez voir là vraiment ce travail de fourmi qui a été fait par nos experts syndicaux. Sur les 24 pays, vous voyez un peu avec donc les années de révision également de ces documents de politique et de stratégie en matière donc de réglementation et également nos commentaires. Donc, comme l'a dit ma collègue, nous avons pris soin de traduire ce document en anglais et en français qui sera donc à votre disposition pour de plus amples informations. Donc, c'est un travail où à chaque fois, vous voyez comment est-ce que les gouvernements, la contribution et tout le travail donc a été fait. Dans l'ensemble, on a noté que les pays disposent de politiques, les pays où nous avons investigué disposent de politiques ou de stratégies pour la promotion de l'économie verte et que ces pays-là ont également donc des programmes d'atténuation et d'adaptation et des plans nationaux d'adaptation ainsi qu'une contribution déterminée au niveau national en ce qui concerne donc la transition juste. Et nous avons également analysé un peu au niveau des organisations régionales, sous-régionales aussi, quels sont les programmes politiques et stratégiques qui existent. Et vous voyez quand même que nous avions balayé au moins 6, 7 à 10 à 14 structures qui sont les plus importantes pour voir un peu quelles sont ces politiques qui existent là, les initiatives, afin que nous ayons vraiment une idée de la cartographie des acteurs qui sont impliqués dans l'accompagnement des politiques et stratégies au niveau national. Alors, il y a des efforts, ce que nous avons constaté, donc il y a des efforts dans les mesures politiques stratégiques au niveau continental en lien donc avec les agendas, avec les programmes institutionnels, avec la durabilité, avec le renforcement des capacités, l'accord de Paris, la coordination des interventions et la planification, comme nos prédécesseurs l'ont déjà reconnu. Et nous avons également remarqué dans nos analyses au niveau des réponses politiques que les pays ont adopté des stratégies, des politiques d'économie verte, puisque en fait, la transition juste, c'est d'aller vers l'économie verte et d'améliorer la réponse pour qu'il y ait une transition juste et également atténuer les effets du changement climatique. Nous avons même pu relever des pays qui ont vraiment noté des résultats en termes de croissance verte, en termes donc d'intégration, comme l'Éthiopie, le Rwanda. D'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Burkina, le Gabon, entre autres, ont progressé vers l'écologisation de leur économie. Et les domaines qu'ils ont priorisés, c'est l'agriculture, l'énergie, les mines, l'industrie et le secteur manufacturier pour gérer également les déchets et les infrastructures urbaines. Il y a eu des contributions des organisations syndicales et c'est là où c'est très intéressant. En Afrique du Sud, la COSATU et la FEDUSA ont participé activement aux discussions inaugurales
et nous avons vu le résultat au niveau de la Néderlande. Au Bénin, on a eu la CGTB qui a contribué par des actions de sensibilisation. Au Burundi, il y a la COSIBU. Au Burkina, les syndicats se sont mobilisés pour défendre le déclassement d'une partie des forêts et également de l'hôpital de référence de Bobo. Au Togo, nous avions vu avec la CSI Afrique et les jeunes, nous avons vu le rôle qu'ils ont joué pour sauvegarder les emplois. Au Sénégal, nous avions un programme qui a été organisé pour donc renforcer les capacités, organiser le lobby. Au Kenya, nous avions eu 3 grandes activités phares dans la promotion des emplois vers le développement des compétences, le fonds à l'aide à la transition. Et donc, tous ces résultats-là, les syndicats donc, ont renforcé leurs capacités. Nous avions fait des ateliers régionaux et en plus des ateliers nationaux. Nous avons fait des sensibilisations. Nous avions participé à certaines élaborations des stratégies à travers donc, nos syndicats et nous avons fait des campagnes à côté donc, de nos alliés internationaux. En somme, les syndicats aujourd'hui dans la mise en œuvre, parce que ce qui nous intéresse, c'est le dialogue social et les mesures d'adaptation. Nous avons donc des rôles, nous avons évalué les besoins et nous sommes heureux que dans celle qui nous a précédé a donné des idées par rapport donc aux moyens de mobiliser les ressources parce que nous avons identifié nos rôles, mais le nerf de la guerre, donc, c'est les ressources pour pouvoir le faire. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà 6 rôles, la sensibilisation, le suivi des accords de Paris, la conception et l'examen de l'environnement légal et des programmes, l'application des bonnes pratiques, la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les conduites de recherche et d'études pour voir les emplois nouveaux, les emplois verts, l'économie verte et comment est-ce que tout cela affecte positivement ou négativement. Donc, vous voyez qu'avec nos partenaires, nous avions évalué les besoins. Le premier besoin, c'est les besoins financiers. Le deuxième, c'est le renforcement de capacités, comme l'a dit notre collègue du BIT de l'OIT qui a pris la parole, et la fourniture d'équipements technologiques et techniques. Donc, tout cela, nous sommes conscients. Et donc, avec nos partenaires potentiels que nous avons également cartographiés, qui sont l'OIT, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le MUDI, le PNUD, la CSI, et la CSC, la MSIBIS, nos partenaires belges, les gouvernements. Vous voyez donc que nous sommes là et nous avons fait notre auto-évaluation pour voir jusqu'où nous avions besoin d'accompagner donc la juste transition et donc l'atténuation avec des mesures d'adaptation. Donc, sur les résultats, nous avions mis comment est-ce qu'au niveau des syndicats, il y a des faiblesses. Excusez-moi, je dois vous demander de clôturer. Tout cela, nous devons les corriger. Et donc, en définitive, je veux aller vers le besoin qui a été déjà énuméré. Il y a les mécanismes d'accompagnement qu'il faudra faire pour pouvoir permettre aux syndicats de jouer leur rôle. Il y a le renforcement des capacités techniques, il y a la communication, il y a le financement sur lequel on a déjà mis l'accent. Et ce qui nous intéresse, le dialogue social avec les décideurs, les partenariats, les données probantes, l'accès aux technologies, l'engagement avec les parties prenantes, l'appui au plaidoyer. Et tout ceci, nous avons pris soin donc de le mettre dans un document. Et ce document-là présente notre vision en tant que CSI Afrique, qui se veut être une organisation dont les affiliés parviennent à s'asseoir à la table à tous les niveaux. Et c'est ce que notre collègue de l'OIT a relevé avec les employeurs et les gouvernements pour négocier une transition juste et des mesures de relance afin d'assurer la confiance dans les changements nécessaires en matière d'énergie, de progrès technologiques pour garantir à la fois la mitigation et l'adaptation. Donc, nous avions défini des objectifs, les objectifs spécifiques, et je partage avec vous donc les axes sur lesquels nous voulons travailler, le renforcement des capacités, le renforcement des actions de sensibilisation, la mobilisation des ressources et le renforcement des alliances, la mise en place... Excusez-moi, je dois vous demander de clôturer, d'arriver à la conclusion. Ben, je suis à la fin, cher Joris. Au niveau du document de politique, voici les axes sur lesquels nous devons travailler. Et donc, avec
des éléments de suivi, des cas de suivi, comment on doit le mettre en œuvre, comment on va faire le suivi et évaluation. Voilà ce document de politique qui n'est pas différent de ce que nos deux prédécesseurs vous ont présenté parce que la matière y est déjà et donc il faudra mettre les efforts ensemble pour que ce document de politique qui a été mis à la disposition des acteurs et des alliés puisse donc connaître une implémentation et qu'on ait des résultats après peut-être 3 ans, puisqu'on s'est dit 2030, c'est pas loin, c'est dans 5 ans. Voilà. Merci, merci beaucoup, Guylaine et Rhoda. Et je m'excuse encore pour le court temps alloué à cette passionnante recherche qui documente différents aspects, effectivement, des défis et du travail et des avancées syndicales en Afrique. Je vais directement passer la parole à Jean Tungumburanier de la COSIBU, Confédération syndicale du Burundi. Nous aurons des exemples du niveau national. Jean est membre du bureau exécutif vraiment de la COSIBU et il est secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du transport, du social et de l'informel. Et en cette qualité, ces deux qualités, il est membre du Conseil national du dialogue social et membre du Conseil national du travail, ce qui lui permet évidemment d'avoir son mot à dire sur la politique climatique burundaise. Jean, vous avez la parole. Je vais lancer la présentation. Jean, votre micro reste coupé. Il y a aussi un souci au niveau de la caméra, mais est-ce que tu peux débloquer le micro? J'ai l'impression qu'il y a un... Sur la mise en place des comités de traite. Merci, on vous entend. Ok, je disais que je vais vous parler de l'expérience burundaise sur la mise en place des comités collectifs et sur les questions environnementales. Et je vais vous présenter Est-ce que vous pouvez couper votre haut-parleur? Il y a un écho. conscient que les prix minimum. On ne vous entend plus. Pour éviter qu'il y ait écho, il est important de couper tous les haut-parleurs de tous les ordinateurs dans la salle, mais ne pas couper le micro.
je propose qu'on laisse le temps aux présentateurs de la COSIBU de leur laisser le temps de régler les soucis techniques qui persistent. Je sais aussi que depuis quelques semaines, la connexion Internet est très mauvaise au Burundi. Donc, je vais demander à notre prochaine intervenante, Madame Laura Pouliot, de prendre la parole avant nos amis de la COSIBU pour par après revenir à la présentation de la COSIBU. Bonjour. Madame Polidou est experte en éducation populaire et politique environnementale et fait partie de l'équipe pédagogique du groupe Guillermo Ferguson. Et elle va nous parler aussi des efforts d'accompagnement de renforcement de capacité dans ce cadre pour justement permettre aux parties prenantes d'avoir le mot à dire dans les politiques climatiques et nationales. Vous avez la parole. Hola, buenas tardes. Así es, soy Laura Pulido, soy integrante del equipo pedagógico del Grupo Guillermo Ferguson, que es una ONG colombiana que, inspirada en la medicina social, ha venido trabajando durante 42 años por la construcción y consolidación de un proyecto político de sociedad basado en la promoción y desarrollo de procesos de ciudadanía con énfasis en salud, énfasis en seguridad social y en ambiente a través del fortalecimiento organizacional y la formación colectiva. Esto pues como para entender quiénes somos. Una de nuestras acciones centrales en el desarrollo de todo nuestro trabajo es la Escuela Popular de Líderes en Salud, Seguridad Social y Ambiente, que este año llega a la edición 20 y además tiene como soporte teórico y organizativo a la educación popular y a las pedagogías críticas con la apuesta de transformar la realidad social a través de la participación social, a partir del diálogo y a partir del reconocimiento de distintos saberes. A propósito de este webinario, pues la escuela, digamos, se articula porque aborda dentro de su estructura un módulo de ambiente y prácticas de transición energética, ¿sí? En la parte derecha de la pantalla ustedes pueden observar cuál es la estructura de nuestra escuela, cómo la trabajamos de manera interconectada, pero entonces los módulos verdes, uno de ellos hace parte del que menciono, ambiente y prácticas de transformación energética, con los objetivos específicos de promover y desarrollar iniciativas agroecológicas y de transición energética para el cuidado del medio ambiente y la salud. Una de nuestras experiencias significativas y pioneras para el Grupo Guillermo Ferguson, relacionada con ambiente y prácticas de transformación energética, tiene que ver con la articulación de la asistencia técnica para la implementación de paneles solares, de prácticas agroecológicas y de la exigibilidad del derecho a la salud con organizaciones del área rural de Bogotá en Sumapaz. Entonces, esto tiene, cuando nosotros hablamos de exigibilidad del derecho, de fortalecimiento organizativo, hablamos del fortalecimiento de capacidades que construimos colectivamente con las comunidades, con las organizaciones y con los territorios que participan en nuestra escuela año tras año. ¿Cuáles han sido los logros de esta experiencia? Por ejemplo, la autonomía en la producción de lácteos y concentrados para la alimentación pecuaria en organizaciones de Sumapaz, la puesta en funcionamiento de una biofábrica, mejoramos las prácticas de producción de consumo y comercialización. Entonces, aquí hablamos de agroecología y de recuperación de semillas, además del cuidado y la armonización con el medio natural en medio del camino de esta transición energética, la descarbonización del planeta. Entonces, le apostamos a el buen vivir.
También a la construcción de una comunidad energética autónoma capaz de ser energéticamente autosustentable, es decir, que la propia comunidad pueda generar su energía y articularla a proyectos productivos propios, acordes con el territorio. Y la incidencia, la movilización y la construcción colectiva. Además, también potenciamos el sentido de pertenencia y defensa del territorio. Y algo muy importante es que es una ruta de resistencia y de organización social para una vida digna y armonizada con el medio. Finalmente, pues otro de nuestros logros allí ha sido brindar y construir con la comunidad herramientas para la exigibilidad y garantía de derechos que les permitan fortalecer sus capacidades para la exigibilidad y garantía de derechos. Todo lo anterior pues está motivado por un contexto de transición energética ante la realidad mundial, pues del cambio climático, debido al uso pues de combustibles fósiles para la producción de energía y el desarrollo del modelo extractivo de desarrollo, el uso de la energía para la producción industrial y para el transporte. Respecto a la dimensión de la justicia en la transición energética, comprender que el cambio climático tiene impactos y efectos distributivos desiguales en las poblaciones y en los territorios, en especial los sectores más afectados, que son los sectores o comunidades vulnerables, exacerba la pobreza energética. Es decir, aumentan esas barreras para satisfacer esas necesidades básicas de suministro de energía y la posibilidad de enfrentar estos impactos y efectos, pues aumenta las condiciones de endeudamiento. Y en cuanto a mitigación, pues es la adaptación al cambio climático como una apuesta por la reducción del uso de los combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero y una producción de energía centrada en las necesidades humanas, ambientales, más que del comercio internacional y la economía del mercado. Eso es, digamos, son las motivaciones que nos llevan a ser parte de este trabajo. Consideramos entonces que las líneas y los enfoques de abordaje de la transición energética justa debe pensarse en 5 aspectos para la construcción de políticas públicas y para la incidencia política de las organizaciones. Y estos 5 aspectos vamos a desarrollarlos. El primero sería la diversificación de la matriz y la disputa entre lo corporativo privado y lo público y popular. Es decir, que no solamente la transición debe ser corporativa, sino que debe haber un énfasis muy fuerte en el desarrollo comunitario y popular. El segundo tiene que ver con la energía como un derecho humano fundamental, como una precondición para el desarrollo humano integral y el acceso a bienes y servicios. O sea, también incluiríamos allí la educación, la vivienda, la alimentación. Y esto con la intención de transformar un servicio que ha venido siendo privado en nuestro país a un derecho universal que sea equitativo e integral en armonía con las comunidades y los territorios. El tercer aspecto sería revisar, analizar la energía o el derecho al acceso a la energía como base para el desarrollo económico, social y territorial, reorganizando el control del recurso energético vital para el buen vivir de las poblaciones. La reindustrialización, que sería el cuarto aspecto, tiene que ver con pues desarrollar energías no contaminantes a favor del bienestar de la población y el equilibrio de los ecosistemas apuntando a la sostenibilidad. Y el quinto aspecto serían las transiciones ecológicas que tienen un desafío y es rehabilitar y cuidar la biodiversidad altamente impactada por esta economía extractiva. Nosotros creemos aquí en el Grupo Guillermo Ferguson y en el contexto de nuestro país que las circunstancias y condiciones que desarrollamos o a las que nos enfrentamos tienen que ver con un mercado hiperconcentrado. No solamente se debería desarrollar y potenciar las fuentes no convencionales de energía renovables desde lo corporativo, sino que deberían estar
desde lo popular, como lo mencioné hace un rato, pero sobre todo que estén relacionadas con los determinantes ambientales y sociales. Respecto a la situación del sistema energético en nuestro país, primero voy a aclarar, ¿no? El sistema interconectado nacional es como el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados desde donde se transporta la energía hasta el consumidor final. Entonces, ¿qué sucede allí? Que solamente el 34% del territorio nacional aquí en Colombia tiene disponibilidad y acceso al recurso energético de manera confiable y constante, ¿sí? Sin embargo, tenemos alrededor de 14 departamentos aislados o con una disponibilidad de acceso de manera reducida y con unos costos elevadísimos. Entonces, esa es la situación pues que nos pone aquí pues a pensar, a reflexionar y a buscar maneras de resistir, de incidir y poder hacer algo al respecto. También pensamos que es importante revisar esa correlación que existe entre el acceso a energía y el Producto Interno Bruto per cápita, el acceso a energía en los territorios y la baja productividad económica. Revisar la fórmula tarifaria, hablaba hace un momento de los costos tan altos, entonces revisar esa fórmula tarifaria en el cobro de la energía en el país. Pues lo que ha pasado históricamente es que aquí se ha favorecido a las empresas generadoras de energía, alterando los precios, favoreciendo especulaciones a su favor y sopesando el pago de este acceso al servicio en el grueso de la población, más no en los generadores. Y pues que tenemos una necesidad inminente de comprender, de posicionar y de garantizar el acceso a energía eléctrica como un derecho fundamental. Este es un camino que se ha venido construyendo, pero pues todavía también nos falta muchísimo. Hay movimientos, hacemos parte del Movimiento Nacional por la Salud y la Vida, donde también lo estamos impulsando. Disculpa, Laura, una Sí, pregunta. ¿Podría ser posible de concluir en 1 o 2 minutos? sí, claro que sí. Muchas gracias. Listo. Entonces también estamos articulados con el Movimiento Nacional por la Salud y la Vida y por el Movimiento Democrático de la Energía. Para finalizar, desde el Grupo Guillermo Ferguson creemos que a partir del diálogo se deben generar acciones para impulsar el marco de la transición energética justa para la descarbonización y la resiliencia climática. Entonces creemos que deberíamos centrarnos en abordar la pobreza energética como un asunto central del sistema energético, es decir, tiene que haber universalidad, tiene que ser asequible para todos, debe haber equidad energética. En segundo lugar, pues abordar la energía como un derecho fundamental, es decir, que aquí debemos hacer incidencia en las reformas regulatorias que sean necesarias para tal fin, desconcentrar, desprivatizar y descentralizar los procesos de generación y distribución de energía, teniendo en cuenta todo el contexto histórico donde solo han sido unos pocos quienes lo han manejado en nuestro país y los costos han sido asumidos por el grueso de la población. Recuperar la soberanía energética a través del fortalecimiento de lo público. Entonces, confiamos en que haya un fortalecimiento del trabajo de las empresas públicas y comunitarias para este fin. Reconocer la tierra y los derechos de tenencia como condiciones que habilitan a las comunidades para una participación en la cadena de energía y que haya unos esquemas justos, habilitar las figuras de gestión colectiva y alrededor de energía. Entonces acá hablamos de dos estrategias. Una son las comunidades energéticas donde las propias comunidades son generadoras de su energía y por ejemplo tenemos los distritos mineros donde hay una diversificación productiva y una minería responsable. Ya voy cerrando, impulsar la relación sinérgica entre energía y producción alimentaria, turismo sostenible, reindustrialización, promover la movilización social, creemos que es clave la exigibilidad de garantía de derechos, el reconocimiento de acciones intersectoriales a partir de los enfoques. Entonces, no puede haber una transición justa si no existe una mirada desde lo territorial, desde lo étnico, desde el género, desde la participación social. Y cerraría esta presentación con la última de las acciones, que sería
potenciar y promover la participación de los sindicatos y de los trabajadores para discutir estas condiciones de transición, la creación de nuevos empleos y la eliminación de empleos existentes, solamente que sean aquellos que promuevan el trabajo digno y decente. Muchas gracias. Un grand merci pour cette brève et concise présentation sur différents défis concrets et effectivement les conditions nécessaires pour pouvoir arriver à une transition qui ne laisse personne de côté. Je vous demande d'arrêter le partage de la présentation et je repasse la parole à Jean qui maintenant aurait pu régler les soucis de son. Donc, je vais relancer la présentation. Voilà. Et donc, nous en étions à l'introduction. Jean, vous avez la parole. Jean, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Que vous pouvez activer votre micro. Maintenant, c'est bon. On vous entend. Vous m'entendez? Oui. Merci. Je disais que la prévention du changement climatique et l'atténuation de ses effets constituent une grande préoccupation pour la COSIBU, centrale syndicale la plus représentative du Burundi. Conscient que les plus démunis face aux effets du changement climatique sont les travailleurs les plus pauvres et les plus vulnérables, notamment les syndicats de l'informel, la COSIBU et FNTTCI mobilisent leurs efforts pour l'éducation environnementale de cette tranche d'acteurs incontournables. Le rôle et la visibilité de la COSIBU dans cette noble mission consiste, dans un premier temps, à renforcer le plaidoyer avec la mise en place des comités tripartites permanents et multisectoriels en charge des questions environnementales et de changement climatique à travers le dialogue social. L'engagement étant de prendre des mesures décisives pour faire face au changement climatique en s'appuyant sur le renforcement des capacités des leaders syndicaux, des employeurs et d'autorités territoriales par la formation, l'information et la sensibilisation. Pourquoi une gestion efficiente de l'environnement par les autorités avec les partenaires sociaux? L'opportunité de la gestion coordonnée est une reconnaissance implicite de l'interdépendance des ressources naturelles. Les ressources telles que nous les avons héritées devraient être considérées comme un usufruit où tous les partenaires ont un mot à dire. Autrement dit, les générations actuelles ont le droit de jouir des mêmes ressources, même elles n'en sont pas propriétaires. Les vrais propriétaires, ce sont les générations futures et la chaîne se poursuivra. L'idée qui s'en dégage, puisqu'il est question d'usufruit, c'est que la substance des ressources doit être sauvegardée pour l'intérêt et le bien-être de tous. La gestion de l'environnement doit impliquer un ensemble de stratégies commerciales, de politiques et de mesures spécifiques qui fonctionnent de manière cohérente et coordonnée au niveau local et national. Suivant. Au sein de la COSIBU et la FNTTCI, les dirigeants donnent les grandes orientations de la politique sur le développement durable pour guider les acteurs dans la mise en place d'initiatives locales, notamment la protection de la nature, la gestion de l'environnement, l'eau et l'assainissement, la réduction du risque de catastrophe et les mesures de lutte contre le changement climatique,
la protection et la lutte contre les polluants organiques persistants, POP. Cette dimension de l'action syndicale vise la promotion de bonnes pratiques environnementales sur les lieux de travail dans les entreprises, dans les métiers de l'informel et les organisations, les lieux de présence des syndicats. Ainsi, les compétences et l'expérience des membres des comités tripartites permettent de présenter aux autorités territoriales, aux entreprises et industries des recommandations précises en vue du règlement des problèmes environnementaux. Quels sont les délégués qui sont dans les comités tripartites? La COSIBU, à travers sa Fédération nationale des travailleurs des transports, du social, de l'informel, FNTTCI, a mis en place une équipe de plus de 105 membres des comités professionnels tripartites multisectoriels répartis dans 18 provinces en charge de l'environnement et du changement climatique. Ces comités ont pour mission de gérer le dialogue social à travers les négociations bipartites et ou tripartites sur les questions environnementales et de changement climatique. Dans nos activités syndicales, donc les réunions, les ateliers, les visites syndicales sur les lieux de travail de l'informel, la FNTTCI a l'habitude d'inviter les responsables administratifs en charge du secteur de l'environnement et en profite pour les sensibiliser sur les conséquences des aléas climatiques dans le travail de différents métiers de l'informel et des mesures d'adaptation et d'atténuation envisagées et faisant partie du cahier de revendications sectorielles et multisectorielles de l'informel. Quel est le rôle de ces comités tripartites de l'environnement? Les comités syndicaux tripartites de l'environnement disposent des structures et des ressources nécessaires pour mener des activités de grande ampleur afin de proposer un regard pertinent et original et d'ainsi démocratiser les enjeux environnementaux dans les arènes publiques. Proposer certaines formes d'action syndicale en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, renforcer les capacités des leaders syndicaux pour contribuer à la révolution de documents de la contribution déterminée au niveau national, CDN, proposer des mesures répondant aux préoccupations des travailleurs qui sont souvent les premières victimes des effets environnementaux et changements climatiques ou des politiques conçues souvent sans en être préparées ou sans leur participation. Quelle est l'origine des comités? Un dialogue constructif et permanent s'est progressivement noué entre les responsables syndicaux et les autorités administratives à tous les niveaux. Et c'est ainsi que nos comités syndicaux en charge de l'environnement se sont élargis aux délégués de l'administration et de certains employeurs. En définitive, notre dialogue social s'est poursuivi jusqu'au niveau du cabinet du ministre et à l'environnement, où la COSIBU et la FNTTCI a pu acquérir une reconnaissance officielle des comités tripartites par le ministre au cours de l'année 2023. Cette reconnaissance officielle permet aux organisations de participer activement dans la gestion de questions environnementales au niveau national et décentralisé. Quelles sont les activités de ces comités face aux questions environnementales et climatiques? Avant de mener des actions pour faire face aux aléas environnementaux et climatiques, les comités tripartites s'assoient pour faire des statistiques des cas originaux de ces aléas par certains secteurs professionnels, interprofessionnels dans les provinces. Il s'agit de problèmes communs dans toutes les provinces tels que les érosions et glissements de terrain, les faibles fertilités du sol, les éboulements de terre dus à l'extrait de l'argile, des moellons et gruyères, et l'abattage d'arbres pour la production du charbon, sans ne parler que ça.
Quelle est l'action environnementale des comités? Le cas parlant est la journée consacrée au reboisement des plans sur les collines de la province de Rutana qui étaient menacées par des érosions occasionnées par des eaux pluviales. Cette noble mission a été initiée par la coordination de la FNPTCI de cette province où le gouvernement et les autorités locales avaient répondu avec succès. Cet exemple montre bel et bien que le dialogue social vient d'abord du niveau des métiers de l'informel. Quelle est l'action syndicale au-delà des comités tripartites? Au-delà de la promotion des questions environnementales dans l'organisation syndicale en tant que telle et sur le milieu de travail, les comités tripartites disposent d'une position privilégiée dans la société pour faire évoluer les institutions politiques dans le sens du développement durable et de la défense de l'environnement, notamment par la création et la promotion des emplois verts en influençant les lois et règlements portant sur le sujet et transformer la réglementation et la législation. Les organisations syndicales sont en effet habituées à traiter avec les autorités territoriales, connaissent la loi et constituent des interlocuteurs privilégiés et légitimes aux yeux des pouvoirs publics et des organisations patronales pour une transition juste capable de générer de nouveaux emplois qui préservent l'environnement et qui s'inscrivent dans une logique de diminuer sensiblement le réchauffement climatique. Sur le lieu de travail, les partenaires sociaux, à travers les comités, contribuent à l'identification des besoins et ont un rôle de sensibilisation des employeurs et des travailleurs, encouragent les changements de comportement et suscitent une prise de conscience de l'importance particulière de l'apprentissage tout au long de la vie. À travers différents niveaux de dialogue formel et informel, les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs anticipent les changements futurs, favorisent le flux régulier d'informations dans le système d'éducation et de formation et participent à l'élaboration d'objectifs politiques en matière de formation et d'éducation environnementale. Je dois aussi vous demander de terminer dans les 2 minutes. Ok, merci. Je vais essayer. Merci. En conclusion, notre environnement est dégradé et la démocratie galopante dans notre pays constitue un des facteurs d'oppression, raison pour laquelle les comités tripartites doivent organiser des séances de sensibilisation, de formation et de bonnes pratiques sur différentes thématiques en rapport avec la protection de l'environnement, le changement climatique, la manipulation des produits chimiques et autres. Ainsi, les organisations syndicales, à travers les comités tripartites, peuvent jouer un rôle déterminant pour évaluer et anticiper les besoins liés à la gestion de l'environnement au changement climatique. Également, influencer les politiques gouvernementales liées à l'environnement et au changement climatique par la participation active aux activités et actions organisées par les autorités à tous les niveaux et qui prennent en compte les revendications syndicales dans les solutions promises par ces politiques. C'est déjà un acquis à consolider puisque les autorités en charge depuis une année de l'environnement à tous les niveaux reconnaissent formellement l'existence et le travail de nos comités environnementaux et elles les associent dans l'élaboration et l'exécution de différents programmes. Je vous remercie. Merci, Jean, pour cette présentation d'une expérience syndicale où justement l'organisation syndicale a été à l'origine presque de la création d'espaces de dialogue social, ce qui est quand même remarquable. Je vais maintenant inviter Santiago qui a suivi tout ce qui se passe dans le chat et qui peut donc nous résumer les différentes questions qui ont été posées aux différents intervenants.
Vous pouvez toujours ajouter des questions dans le chat. Si aujourd'hui le temps nous manquerait, ça peut toujours inspirer nos intervenants et en même temps, on peut assurer qu'on peut passer les questions aux intervenants qui pourront encore vous répondre par d'autres voies par après. Santiago, à toi la parole. Merci beaucoup aux différents intervenants pour tous ces commentaires extrêmement intéressants, extrêmement éclairants hein, sur la manière dont la transition juste est prise en charge par différents acteurs. Alors nous avions un commentaire de Léandre de la COSIBU au Burundi qui dit que les syndicats doivent initier des recherches pour positionner leur action dans la prévention des effets négatifs du changement climatique sur le marché du travail. Donc ça, c'était vraiment un commentaire en invitant à qu'il y ait davantage de recherche, d'investigation sur les questions de transition juste. Alors, Nadia Soubat, qui demandait donc à notre intervenant du NDC Partnership, qui demandait donc, je retrouve le nom évidemment, à Anna Girardot, qui lui demandait simplement comment est-ce que les syndicats pouvaient intégrer davantage, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de liens avec les pays, c'est vraiment, on intègre via les pays, mais comment les syndicats en tout cas pourraient s'intégrer dans ces processus qui ont été expliqués. Donc voilà, le rôle des syndicats, est-ce qu'il y a des liens directs qui peuvent être établis avec les syndicats? Et nous avions donc Hilaire Ngangang de WSM, hein, l'organisation belge, qui posait plusieurs questions à Anna Girardot, donc sur la relation entre la Global Coalition for Collective Action et la Global Coalition for Social Protection Floors. Et il demandait aussi s'il y avait des recherches sur l'intersectionnalité dans le genre et la vulnérabilité liée au changement climatique qui existait. Et nous avions encore une autre question de Hilaire qui était donc dirigée à la CESI Afrique, à Guylaine et Roda, qui demandait en fait beaucoup plus s'il y avait d'autres éléments, des bonnes pratiques de dialogue social dans la thématique de la transition juste, qu'elle voulait raconter, qui se passe donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Voilà, ça c'est différents commentaires et questions qui ont été reçus. Donc voilà, je redonne la parole à Yoris hein, pour qu'il peut la redistribuer aux intervenants si besoin. Merci. Exactement. And so I'll immediately ask Hannah to take the floor because a number of questions were addressed to her, and thereupon I will invite Rhoda and Guylaine to respond to other questions that were asked. Hannah, you have the floor. Me. Thank you. Apologies. I'm listening in the interpretation channel. I was a bit quiet. Fantastic. Thank you so much to the other speakers as well. It was really insightful to hear from your experiences. I think to the question about how trade unions can better fit within the system of NDC development and implementation is a fantastic one. Unfortunately, I think it's a question that has yet to be solved in the sense that I can provide an answer today. But we have seen a number of countries take very big steps toward increasing the scope and the breadth and the types of stakeholders that are being invited to these consultation sessions. And so I would encourage perhaps folks who are a bit more experts in this subset of kind of stakeholder engagement to really utilize the existing relationships you may have within government. Part of our work at the NDC Partnership is to also encourage our members to work across government entities, and so bringing in their colleagues in different ministries. And I think the extent that different ministries have different stakeholder groups that they're working with more often is a really excellent example of where this whole of government approach complements the whole of society approach. And just acknowledging that there's quite a bit of work, I think, in almost every country that could be done to strengthen some of those engagements. Yeah, but just to not hesitate to lean into existing
processes and consultation opportunities that might kind of already be structured. I can think a little bit more about this too, because it's a fantastic question. And then I noted there was a question on gender as well, and apologies for missing that in the chat earlier, but I can send some links through for the sake of time. Great, thank you. While you think a bit further, think of the collection of links you will share with us afterwards. I would now invite Rhoda Guylaine to reply to the question about having more good practices or things that stand out. I will also ask you whether we can share your research report with the entire audience after the webinar. I can also already inform the audience that there will be a report of the webinar that we'll share with you, in which will also line out the different links that have been shared in the chat so far. But Rhoda Guylaine. Ok, merci. Oui, tu peux aller, je peux compléter. Ok. Donc, comme on n'a pas eu le temps de présenter tous les slides, j'avais, comme notre ami Hilaire a parlé de l'Afrique de l'Ouest, j'avais commencé à donner l'exemple, par exemple, de la CGTB. J'ai donné l'exemple du Togo. Il y a le Nigeria, il y a la Gambie, au Ghana également. Nous avons eu des actions des syndicats qui ont été donc impliqués. J'ai parlé aussi du Burkina. Quand on a voulu attaquer la forêt au niveau de Bobo Dioulasso, il y a eu des actions des syndicats par rapport à la préservation donc, de l'environnement. Et donc, il y a aussi d'autres exemples, même la CSI Afrique, nous avions été dans des réunions et puis nous sommes en ce moment aussi en train de vouloir interagir avec l'Université de Lomé dans ce domaine-là pour améliorer et impacter donc la stratégie nationale au niveau du Togo en matière donc d'environnement, de changement climatique et d'emploi décent. En ce qui concerne donc la question spécifique liée au genre, je voudrais donc répondre pour dire que adopter une approche genrée du changement climatique ne se limite pas à se concentrer sur les femmes, parce qu'elles font partie d'un groupe homogène, mais c'est plutôt de voir les inégalités qui sont là, de considérer les femmes comme des victimes vulnérables du changement climatique. Et l'approche intersectionnelle révèle que les inégalités structurelles qui coexistent influencent la responsabilité, la vulnérabilité, le pouvoir de décision des personnes et des groupes. Et je m'en vais dire qu'une transition juste et l'égalité de genre doit faire partie des priorités des accords et protocoles. Et il y a une juriste qui nous a édifié là-dessus en disant que la transition n'est pas neutre du point de vue genre. Il nous semble que confier prioritairement aux femmes la responsabilité d'une transition, ou du moins d'un ajustement de nos modèles sociaux, sur la base factuelle des tâches alimentaires et de soins qu'elle assume majoritairement, serait discriminatoire, mais plutôt d'aller vers un trait de progressivité et de différenciation des charges confiées à chacun, à chacune. J'irai plus loin pour dire qu'aujourd'hui, nous, au niveau de la CSI Afrique, on est dans la réflexion par rapport donc aux disability people, de regarder comment les personnes qui vivent avec des handicaps sont impactées par le changement climatique, sont impactées parce qu'il n'y a pas de mesures adaptées, adaptatives pour ces personnes-là. Donc, c'est un élément fondamental. Et la semaine dernière, nous avions travaillé avec d'autres partenaires pour lier des alliances et voir comment, donc, en chaussant des lunettes genre, par rapport spécifiquement donc à cette catégorie dont on ne parle pas assez, mais qui sont impactés par le changement climatique, comment ils peuvent avoir des emplois, comment le dialogue social peut permettre de les mettre au niveau de la table de négociation,
mais également de penser à eux et plus particulièrement aux femmes. Une femme pendant la sécheresse du changement climatique qui est dans un fauteuil mobile n'a pas les moyens donc de faire, par exemple, face aux effets du changement où son bétail doit aller quelque part pour aller et paître ou bien boire de l'eau. Et donc, il faut des conditions d'accompagnement dans les discussions, dans les politiques, pour ces personnes spécifiques-là, par exemple, et qui sont des travailleurs, et qui doivent avoir des emplois décents, et qui, par contre, à place sur quoi sont des femmes. Donc, on est conscient de ça, c'est pour ça, nous avons dit, l'un de nos axes, c'est le renforcement de capacités, c'est notre présence dans les discussions, c'est l'advocacy, c'est le plaidoyer, et nous avons besoin pour faire tout cela au niveau du programme régional, de la mise en œuvre de cette politique accompagnée par la mobilisation des ressources financières. Je ne sais pas si j'ai répondu avec cet exemple, puisque le collègue a demandé des exemples. Je suis allée chercher, par exemple, cet exemple sur les personnes handicapées pour parler un peu d'eux. J'ai encore d'autres exemples, ceux qui sont sourds, qui ont des problèmes moteurs, comment le changement climatique impacte sur eux et nous devons penser à ces personnes-là. Ça, c'est le genre. Merci beaucoup. Si j'ai répondu à la question, ma collègue Rhoda va compléter la réponse. Okay, Joris, I don't know if we still have time. I think Ghislaine covered most of it, but just to end to say that there are several examples of how that transition is happening through social dialogue of the continent. But then most specifically, I would touch on the example of South Africa. South Africa presents as one of the very good examples. Specifically because South Africa has an institutionalized social dialogue platform through what they call the NECMA. And this is a very good example, I think, for a lot of countries when it comes to social dialogue. Because the only way we can really influence policy at the national level, having this institutional platform that South Africa has. And so not to waste too much time, I think colleagues have just searched, for example, South Africa, the NECLAC, what they have been able to do is push it forward the questions around just transition. And I think the colleague for the NDC platform actually highlighted that South Africa is one of the countries that successfully has just transition in the end. And it is because of this institutionalized platform that exists. And so there's a lot to learn from that. And I think another time, this country is a very good example. Je veux juste ajouter que par rapport à cette intersectionnalité, et en ce qui concerne les femmes, il faut donc faire un lobby pour étendre la protection sociale aux femmes dans l'économie informelle et promouvoir une approche socio-spécifique de la diligence. C'est pourquoi nous parlons de due diligence aujourd'hui au niveau des syndicats. Et il faut donc travailler dans ce sens avec une approche socio-spécifique de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme afin que nous puissions transformer les normes sociales discriminatoires et veiller à ce que les entreprises vraiment s'engagent et rendent des comptes, assurer des plans d'action de la transition juste qui permettront l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans l'accès aux futurs emplois. Et ça, comme vous le savez, c'est Armelle Sibi, la directrice de l'égalité hommes-femmes et l'école blanche, qui l'a dit et nous l'avons paraphrasé. Merci infiniment. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous allons quand même aussi essayer de répondre. Merci Ghislaine. Thank you, Rhoda. Merci effectivement d'avoir insisté sur cette importante question qu'est l'intersectionnalité et notamment genre aussi l'inclusion des travailleurs de l'économie informelle dont on a entendu parler, mais surtout ici la question du genre comme énoncé les personnes vivant avec handicap. Il y avait aussi la question du National Climate Change Commission, je crois, en Afrique du Sud, et ça me permet très facilement de faire le pont vers la clôture de ce séminaire, mais pas sans vous avertir que
D'autres séminaires seront encore organisés dans le cadre de cette série qui permettront justement, entre autres, d'aborder plus amplement cette question de transition juste et genre, par exemple. Vous voyez la liste des différents webinaires encore prévus par la plateforme de coordination Travail décent qui regroupe les différentes organisations de solidarité internationale du mouvement ouvrier belge, pour lequel j'ai aujourd'hui pu animer ce webinaire. Mais ne vous trompez pas, derrière l'organisation de ce webinaire, il y a beaucoup plus de personnes que je tiens d'ailleurs à remercier aujourd'hui. Il y a les traducteurs, évidemment, mais il y a aussi mes collègues des différentes organisations de la plateforme de coordination de travail décent. Je vous invite donc à prendre note de ces prochains webinaires. Nous allons évidemment vous tenir au courant par la suite en vous envoyant le rapport de ce webinaire, en vous envoyant les liens et en vous invitant au prochain webinaire. Je vous remercie tous, toutes de votre présence nombreuse. Je remercie évidemment nos panélistes pour les très riches interventions d'aujourd'hui qui ont permis de mettre l'accent sur différents aspects de cette importance du dialogue social et du rôle central du dialogue social et d'autres consultations. Et comme nous le rappelait Roma, il est bien important de voir déjà où l'on a acté pour déjà commencer à peser sur les discussions en cours en vue du renouveau des contributions déterminées au niveau national pour 2025. Le temps presse, donc je ne vais pas vous en prendre plus, mais vous souhaitez tous une très agréable soirée. Merci. Thank you.